وسلم وبفضل سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Merci, docteur, pour cette intervention. Nous invitons monsieur, notre référence, monsieur le gouverneur, docteur Félixou, pour quelques mots d'ouverture. Son Excellence, veuillez prendre place. Ndamba watukufu mdunga au harna zijaza Ahmadia lera maur deuxième site para hunu hotel des îles Mtsamudu wakati kama usendele ya cérémonie ya célébration ya journée mondiale de la prématurée ikaomba ikiwa na gouverneur de l'île autonome de Zouani Dr Zaidi Youssouf mavamana wambali nambali wa santé unuzwani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الكونين والثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Monsieur le directeur régional de la santé, mon cher frère Dr Amfoudine, Monsieur le directeur du CHRI, Mesdames et Messieurs, les professionnels de la santé, mes chers collaborateurs, Monsieur le Président de la Commission médicale, Dr Atman Benali, mes chères collaboratrices, mes chers collaborateurs, chers délégués, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'instar de nombreux pays du monde, la journée du 17 novembre est consacrée à la prématurité. Nous célébrons cette importante journée ici en juin avec une semaine de retard dû à un problème de calendrier. Ce retard n'enlève en rien à l'importance que en juin accorde à cette problématique. Mesdames et messieurs, le centre hospitalier régional de Hombo m'a demandé de procéder à l'ouverture officielle de cette journée. Avant de m'acquitter de cette obligation avec plaisir, permettez-moi, mesdames et messieurs, chers collègues, chers collaborateurs, de me décharger d'un stress émotionnel et d'avoir avec vous une pensée triste aux pionniers de la pédiatrie, pendant que nous parlons de l'enfant, aux pionniers de la pédiatrie des Comores. Après avoir créé le service de pédiatrie de El Marouf, il créa celui du centre hospitalier de Hombo, où il travailla jusqu'à sa retraite. C'est avec cette pensée triste que nous parlons du vieux Dr Bakar Ahmed, le premier pédiatre des Comores. Cette même pensée triste va à ses proches collaborateurs, à son équipe qui l'a accompagné pendant cette noble mission. Nous rendons hommage au feu major Atman Ahmed et à notre sœur, notre directrice, qui a travaillé longuement avec Dr Bakar. Je parle de la feu Madame Manécha. Que nos prières les accompagnent et qu'ils reposent en paix. Mesdames et messieurs, dans les quelques heures ou jours qui suivent la naissance, que l'humain qui fait ses premiers pas
étape dans la vie est le plus fragile. Cette fragilité est d'autant plus grave que la naissance se passe avant terme, sans compter les conséquences pour l'avenir. En effet, un nouveau-né prématuré n'est pas seulement un enfant arrivé tôt. C'est un être fragile en quête de soins appropriés pour lui permettre de surmonter les défis auxquels il fait face. Le nouveau-né prématuré est beaucoup plus exposé à des risques qui peuvent l'emporter beaucoup plus facilement que notre enfant né à terme. Sans être exhaustif, sous l'œil attentif de Dr Sira et Dr Ali, je cite l'hypothermie. Les complications respiratoires au premier chef, la détresse respiratoire, les complications infectieuses, les complications neurologiques, les complications digestives marquées surtout par l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Distingués participants, mesdames et messieurs, la prématurité est considérée comme un problème de santé publique. Elle reste la première cause de mortalité néonatale, aussi bien dans les pays développés que dans les pays les moins avancés. Les causes sont nombreuses. Je passe, outre les causes obstétricales marquées le plus souvent par la tachymultiparité, pour insister sur les causes générales qui sont curables, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et les infections. Honorables invités, vous parviendrez avec moi le tunnel dans lequel je me suis engouffré pour parler du thème de cette année. Connaître le concept des soins de développement neurosensoriel du nouveau-né. Ce thème nous incite à intégrer une approche novatrice et holistique dans la prise en charge de ces enfants fragiles. Quand on était encore des jeunes médecins, en Soufoudine qui venait de faire ses premiers pas dans la santé, on nous parlait de la prise en charge intégrée de l'enfant. Et ça, c'était l'innovation du docteur Bakar, justement, la prise en charge intégrée de l'enfant. Mesdames et messieurs, les soins de développement neurosensoriel ne se limitent pas, bien sûr, à des interventions médicales classiques. Ils visent à offrir un environnement apaisant et adapté aux besoins spécifiques des prématurés en stimulant leur développement cérébral et sensoriel. Cette approche inclut les soins peau à peau ou méthode kangourou qui favorisent l'attachement et la régulation thermique. Le soutien à l'allaitement maternel exclusif qui est la meilleure source de nutrition pour ces bébés vulnérables. L'utilisation d'environnements silencieux est avisée pour limiter les stimulus agressifs et respecter leur immaturité sensorielle. Dans notre contexte comorien, ces interventions prennent une importance capitale car elles permettent d'améliorer la survie des prématurés, même dans un environnement où les infrastructures sanitaires font défaut. Distingués invités, la situation de la prématurité dans notre pays reflète les défis auxquels notre système de santé est confronté. Mais elle souligne aussi la nécessité de redoubler d'efforts dans le cadre d'une ambition collective portée par le plan commun émergent. Ce plan vise à renforcer le système de santé à travers la construction et la réhabilitation des structures sanitaires pour mieux répondre aux besoins des mères et des nouveau-nés. La formation continue du personnel de santé, en particulier dans des domaines spécifiques comme la prise en charge des prématurés. La promotion de l'éducation des communautés pour sensibiliser les familles sur les signes de risque pendant la grossesse et l'importance d'un suivi prénatal régulier.
l'introduction d'innovations technologiques telles que les couveuses adaptées aux prématurés ou les équipements pour le suivi néonatal. Nous avons franchi des étapes importantes grâce à nos partenaires techniques et financiers. Mais le chemin reste long. Il est impératif d'intégrer les soins de développement sensoriel dans nos protocoles de soins, en s'appuyant sur des projets concrets et des financements pérennes. À cet instant de mon allocution, permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer la mise en place au CHRI de Hombo d'une unité de néonatologie grâce aux efforts de l'ex-ministre de la Santé, Mme Lobiakouti Atmanzedou, de l'ancien représentant de l'OMS, Dr Diarra, sous l'impulsion du directeur du CHRI, Dr Ibrahim Salima. La création de cette unité a bouleversé la prise en charge des prématurés. Le taux de mortalité des prématurés est passé de 17% à 9,8%. Et ce taux est 2 fois plus élevé à El Marouf et 5 fois plus élevé au CHRI de Foumbou. Je m'acquitte d'un devoir moral et de rendre hommage à toute l'équipe qui travaille dans le service de néonatologie de Hombo. Cette équipe qui est conduite par un médecin dynamique, qui fait valoir son savoir-faire, mais surtout son amour du travail. Je parle avec modestie de Dr Ali Saïd. Et je serai incomplet dans cet hommage si, dans cette intervention, je passe outre l'infatigabilité de Madame la Major, l'infatigabilité dans ce même volet d'hommage, je serai incomplet si je ne parle pas d'une femme infatigable qui a mis toute sa vie au service de la pédiatrie. Malgré les difficultés qu'elle a traversées, elle a pu se tenir à voir des résultats que nous saluons aujourd'hui. J'ai parlé de Mme Manassala. Mesdames et messieurs, le problème de la prématurité est le résultat de la qualité des soins prénatals, un problème majeur pour les agents de santé travaillant dans les services de maternité et de néonatologie. Face à cette réalité, il est aussi primordial de soutenir les familles, car derrière chaque prématuré, il y a des parents qui vivent des épreuves émotionnelles et économiques intenses. En renforçant les réseaux de soutien communautaire et en mobilisant les ressources, nous pouvons leur offrir l'accompagnement dont ils ont besoin. Chers partenaires, chers collaborateurs, la prématurité n'est pas une fatalité. Elle nous rappelle notre devoir collectif envers les générations futures. Ensemble, à travers une synergie entre l'État, les professionnels de santé, les communautés et les partenaires au développement, nous pouvons renverser cette tendance. J'ai l'habitude de dire, et le docteur Soufoudi est le premier à apprécier, j'ai l'habitude de dire que quand on rame ensemble vers la même direction, même contre vents et marées, nous construisons une force positive. Et c'est cette force positive qui fait jusqu'à maintenant vivre le CHRI de Hombo. C'est cette collaboration, cette unité et cette solidarité de toutes les équipes. Et je vous en remercie. Et avant de clore
mon propos, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'adresser mes remerciements au ministère de la Santé, représenté ici par des dignitaires, à nos partenaires techniques et financiers, la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge comorien à travers l'AFD, la direction de l'hôpital de Hombo, l'équipe de pédiatrie conduite par mon frère et ami, Dr Siraj, qui malgré des conditions de travail difficiles, fait avec toute son équipe des miracles. Que vous soyez remerciés. Mais sans les équipes des districts sanitaires, sans leur engagement, nous n'aurons pas eu les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc toutes les équipes qui travaillent dans les maternités rurales, dans les CSD, que vous trouvez dans mes paroles, mes remerciements les plus chaleureux. J'associe dans ces remerciements l'hôpital de l'amitié comoro-chinoise, dirigé actuellement par notre jeune frère, Dr Oufman. Tous les espoirs d'Anjouan reposent sur vos épaules et vous trouverez en nous des accompagnateurs et des gens disponibles à vous accompagner. Mesdames et messieurs, sans les sages-femmes de l'hôpital de Hombo, la pédiatrie n'aurait aucune valeur. Vous êtes les premiers à donner le sourire aux parents, mais également à donner la vie à l'amour. Continuez à travailler dans l'amour, continuez à vous redonner. C'est un devoir sacré. Merci, mesdames les sages-femmes. Mesdames et messieurs, que cette journée soit un appel à l'action et une source d'espoir. Redoublons d'efforts pour garantir que chaque enfant, quel que soit son début de vie, ait la possibilité de garantir une bonne santé et de réaliser son potentiel. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie et je déclare ouvert la journée de la prématurité ici en juin en Union des Comores. Vive la coopération multi et bilatérale. Vive l'Union des Comores. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est ainsi que nous remercions Son Excellence Monsieur le Gouverneur pour son intervention et ses quelques mots d'ouverture. Nous invitons par la suite Dr Alice Elidouani pour présenter le thème sur les soins de développement neurosensoriel du nouveau-né prématuré. La parole est à vous, cher docteur.
Son Excellence le gouverneur de l'île de Zouani, le directeur régional de la santé en juin, les responsables de la TSPP, TSF offre de soins, les directeurs de l'hôpital de Chiacheri, Gombo et de l'hôpital HACC de Tamao, distingués invités en volant les titres distingués, bonjour. C'est un grand honneur pour nous, l'équipe de néonatologie, de vous présenter le thème de soins de développement neurosensoriel du nouveau-né prématuré. C'est le thème de l'année pour la célébration de la journée mondiale de la prématurité. Du coup, probablement, ça nous paraît un thème inhabituel et nous allons essayer de développer de façon plus simplifiée pour qu'à la fin, nous arrivions à comprendre ce que c'est le soin de développement neurosensoriel du nouveau-né prématuré. Nos objectifs se divisent en deux grands points. Pour le bébé, il s'agit d'améliorer le confort du nouveau-né prématuré. C'est notre premier objectif. Soutenir son développement dans ses aspects physiologiques, neurologiques, comportementaux et relationnels. Pour la famille, nos objectifs soulignent surtout le fait de le soutenir sur l'implication des parents dans les soins et d'améliorer le bien-être émotionnel et social de la famille. Et bien pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous verrons une petite introduction suivie des conditions architecturales des services de néonatologie. Ensuite, nous verrons les stratégies environnementales, puis les stratégies comportementales. Et avant de conclure, on verra quelques conséquences si on n'arrive pas à respecter ces soins de développement neurosensoriel. Et par définition, les soins de développement neurosensoriel, c'est l'ensemble des stratégies qui favorisent le développement harmonieux de l'enfant prématuré. Et dans ces composantes, il y a les composantes physiques, psychologiques, comportementales, relationnelles. Ça veut dire que quand nous traitons le petit bébé, ce n'est pas seulement le fait de surveiller qu'il grandisse, qu'il prenne du poids, mais ça doit être harmonieux, c'est-à-dire au niveau psychique, et au niveau mental et au niveau physique, tout doit être pareil. Un bon développement harmonieux. Ainsi, les soins de développement permettent de prévenir des effets néfastes en offrant un environnement adapté au nouveau-né. Mais ces pratiques doivent également intégrer les parents aux soins, et pas seulement les médecins. En quoi les soins de développement sont-ils intéressants? Et bien, ils sont intéressants parce que ça nous permet de réduire le stress des nouveau-nés prématurés et de favoriser également le développement neurologique normal. Tout en sachant que tous les stimuli inappropriés émanant de l'unité de la neonatologie par rapport au degré de maturation du système nerveux sensoriel du nouveau-né prématuré ont des conséquences. Comme nous les adultes, il y a des environnements qui nous dérangent et bien sûr les prématurés en ont également. L'urgence dans tout ça, c'est de prévenir ces effets néfastes en offrant un environnement bien adapté. Sinon, ça risque d'être grave parce que des troubles neurosensoriels tels que la cécité, lors de le développement, l'hyperréactivité, nous voyons souvent des enfants qui sont hyperactifs, qu'on n'arrive pas à les calmer, qui bougent par-ci par-là, ça peut devenir de cela, des troubles de l'audition,
mais également des troubles neurologiques. Donc il est important de considérer ces soins. Pour rappel, lors d'une grossesse, l'utérus et le liquide amniotique protègent le fœtus des stimuli externes. La dame prend la voiture, le bébé à l'intérieur, il vit comme il vit, il n'y a pas de souci, parce que le liquide amniotique le protège de tous ses soins de développement. Eh bien, au moment de l'accouchement, le passage du milieu amniotique au milieu extérieur crée des équilibres physiologiques délicats à malgré pour le bébé. Le bébé ne peut rien faire, c'est à vous de le protéger. Il n'y a plus de liquide amniotique ici, mais c'est à vous de protéger ce petit bébé. Quand il s'agit encore une fois d'une naissance prématurée, ce passage devient d'autant plus complexe puisque le fœtus n'a plus atteint sa croissance complète. En plus du stress, s'ajoute l'environnement monétaire qui n'est pas toujours adapté pour le cerveau encore immature de bébé prématuré. Qu'en est-il des conditions architecturales? Eh bien, normalement, les unités de néonatologie sont planifiées selon le besoin technique nécessaire pour les soins prématurés et au niveau des malades. Ces techniques consistent ou bien incluent en matériel médical, de monitoring, de quota. Sur le mot quota, je m'arrête un petit peu pour dire que logiquement, on devait se dire que dans notre service, par exemple, nous avons 20 par exemple, couvertes. Là, on va prendre seulement 20 bébés. Mais ce n'est pas le cas. Nous le verrons dans la deuxième présentation. Donc, le quota aussi est important au lieu d'empiler ou bien de mettre les enfants en promiscuité, mais nous ne sommes pas encore là. Et il est important de retenir son point. Mais également, en matière de qualification du personnel soignant. Ça aussi c'est important, il faut que les médecins, l'équipe paramètre soient formés pour la prise en charge de ces prématurés. Et bien parmi ces conditions architecturales, les critères doivent tenir compte de l'unité. C'est-à-dire une unité de néonate comme il se doit. De la lumière qu'on va développer après, que ça va être un peu sombre comme ça. Le niveau sonore, est-ce qu'il doit y avoir des bruits ou pas? On va les voir. Mais les espaces communs et les espaces destinés aux familles. Pour que le souhait de développement de ces prématurés soit respecté. Au niveau de l'unité, ce qui est normal, c'est que ça doit être à proximité immédiate de l'unité d'obstétrique sur le même site. Et bien, c'est ce que n'était pas avant, parce qu'avant, il y avait le service de maternité. De l'autre côté, le service de néonat. De l'autre côté, un peu plus loin. Et du coup, ça a été un peu compliqué. C'est pour cela qu'on a fait en sorte que l'unité de néonatologie soit inclue à l'enceinte de la maternité. Là, au moins, c'est bon. Mais il doit y avoir également un accès contrôlé dans l'unité. C'est-à-dire l'accès dans l'unité ne doit pas être compliqué. Nous devons avoir également un plateau technique biologique. Si nous avons besoin de bilan biologique, pour la meilleure prise en charge de ces prématurés, ça devait exister. Aussi s'ajoute le bilan technique radiologique, échographique. Jusque-là, au niveau échographique, parce que c'est surtout l'échographie interne qui nous pose beaucoup de soucis, là c'est bon. Au niveau radiologique, c'est bien également. Mais au niveau biologique, nous sommes limités et on verra. Il doit y avoir également des circuits propres et ça distincts et bien identifiés pour la prise en charge de ces prématurés. Également, la température doit être régulée de 22 à 26. Ça peut se faire parce que nous avons un clim, on peut le faire. Les sols et les murs ainsi que les plafonds ne doivent pas laisser pénétrer beaucoup de bruit. C'est parmi les conditions normales. Également, dans cette unité, les espaces dédiés aux parents. Ça veut dire que les parents, comme on l'a dit, doivent être inclus aux soins.
Nous, ce n'est pas le cas. Le bébé est de l'autre côté, la maman est ici. À un certain moment, la maman veut faire un soin métal pour nous. Voilà, il y a des espaces dédiés pour nous. Il y a également des espaces dédiés pour les soignants. Dans notre cas, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ça. Donc, les petits paramètres ont un petit bureau à côté pour discuter des soucis des bébés. Et également, il y a des espaces administratifs. Mais chez nous, on verra, ce n'est pas pareil. Tout est plus dedans. Nous avons seulement une seule chambre, mais nous en discutons. Ça, c'est bien, comme on ne l'avait pas avant. Mais ça, c'est bien d'avancer et de dépasser cela. Au niveau des bébés, il est important de privilégier des chambres simples, pas des chambres encombantes. Et un espace minimum pour les chambres intimes de 11,2 mètres carrés en distance minimale entre deux incubateurs. Ce qui est important ici, c'est que les incubateurs, c'est-à-dire les couveuses, ne doivent pas être côte à côte. Genre empilés ou bien en promiscuité. Et quand il s'agit d'une chambre individuelle, au moins un parent peut rester avec une surface encore un peu plus large. Concernant les dispositifs médicaux, tout doit être sur place. Désolé. Eh bien, il s'agit de l'équipement électrique, équipement gazeux, oxygène par exemple, et monitoring, et l'équipe de perfusion par exemple, de poussière. Et pour l'hébergement des parents, la chambre doit être meublée pour qu'il y ait un lit, chaise adaptée pour que les parents arrivent à faire les soins métaboliques puisque les prématurés en auront besoin. Toujours pour ces bébés, l'hygiène des mains doit être accessible auprès de chaque enfant. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un coin d'eau et l'hygiène hydroalcoolique et tout ce qui vont avec doit être côte à côte. Un moyen pour qu'il y ait réduction du bruit autour de l'enfant en supprimant les téléphones, le niveau d'alarme. Bon, j'ai dit tout ça parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils répondent les téléphones comme ils veulent, ils parlent à haute voix comme ils veulent. Il faut agir sur le niveau sonore identifié. En évitant de faire des conversations, par exemple, à haute voix. Privilégier la transmission des données entre les équipes dans un coin isolé. C'est-à-dire quand on fait les stats, au lieu de faire des bruits, tout ça, ça doit être tenu en compte. Il devait avoir une endroit spécial pour faire des passations sans pour autant mettre de bruit. Réduire la stimulation lumineuse inappropriée. Et bien dans ce cas, l'adaptation de la lumière ambiante autour de 10 à 600 lux, on verra une photo suivre, avec des sources lumineuses pour les soignants et les parents. Bon, si nous on a besoin d'une lumière pareille, eh bien les nouveau-nés, ça ne sera pas pareil. Parce que les parents ont besoin de lire quelque chose de nouveau-nés, non? Du coup, une source lumineuse que nous verrons en photo, qu'on avait déjà vu en photo, et on verra encore une fois. Pour les soignants, il y a plusieurs types de luminosité en fonction de la tâche effectuée. Parfois, ils ont besoin de poser un cathéter, ils ne vont pas utiliser la lumière pour le bébé prématuré. Et la prise en compte des stimulations olfactives également. Vous venez au boulot, ça ne vaut pas la peine de mettre des parfums. Si c'est un Hollande, ça n'a pas de sens. Si vous utilisez des gels hydroalcooliques, il faut bien les sécher avant de se rapprocher du nouveau-né. Parce que l'odeur du gel hydroalcoolique, ça gêne également. Et ça perturbe le développement neurosensoriel. Et au niveau des parents, il est bien de les sensibiliser et informer ses parents sur la capacité auditive, visuelle, olfactive, vestibulaire de leur bébé. Pour qu'eux également participent à ce soin. Il est important d'encourager et d'interagir avec leur bébé. De parler doucement, en voix douce, en leur faisant des berceuses, pourquoi pas des
les maladies de corps. Important également d'accueillir et de participer les parents à leur enfant avec des soutiens psychologiques adaptés. Cela veut dire que les parents également doivent être impliqués, on doit les apprendre. Ils doivent avoir alors un bon accueil. Et dans l'étude des stratégies environnementales, et bien ici, c'est qu'on a pris en charge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous. Eh bien, il faut réduire l'exposition à la lumière en surveillant l'intensité lumineuse dans l'unité. L'intensité lumineuse doit être ajustée afin de permettre une surveillance clinique efficace. Je n'ai pas dit d'éteindre la lumière. Et en se situant à des niveaux d'éclairage recommandés. La valeur médiane n'est que ça doit être fait fort. Éviter la lumière constante dans l'unité. À un certain moment, on peut allumer, à un certain moment, on peut diminuer, ou bien mettre des lumières comme des veilleuses. Il est important également pour réduire l'exposition à la lumière, d'individualiser l'environnement lumineux à chaque enfant. Le niveau de réglage et la lampe individuelle pour les procédures et l'observation. Ici, par exemple, nous voyons cette couveuse, comme c'était cité ici. Pour protéger la lumière directe, il faut poser une cage couveuse préservant le cycle jaune. En dessus de la couveuse, on met un tissu pour limiter l'élément lumineux de pénétrer et de déranger le nouveau-né prématuré. C'est ce qui devrait être fait. Par exemple, pour faire attention aux lumières, l'appelons pour se rapproche en effet de la luminosité intra-utérine. Une façon de dire qu'en milieu intra-utérin, comme il a dit, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière plus claire que ce que nous avons ici. Et bien, cette pénombre avantage beaucoup ces bébés prématurés. Pour cela, les stores pourront être abaissés et les lampes redirigées afin qu'elles n'éblouissent pas les yeux encore fragiles de nos petits bébés. Les lampes pourront être diffusées à travers un tissu. D'autres techniques pourront être faites. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ces lumières n'éblouissent pas, ne dérangent pas les yeux de nos petits champignons. Pour réduire l'exposition au bruit, il faut évaluer l'environnement sonore. Techniquement, le niveau ne doit pas dépasser 45 décibels. Ça, c'est technique. Mais pratiquement, c'est le fait de chuchoter. Chaque fois qu'on parle de ces petits bébés se dérangent et peut y avoir des micro-AVC, micro-traumatisme, des petits capillaires au niveau du cerveau, des micro-hémorragies qui ne sont pas graves, mais c'est possible. Et bien, il faut limiter les pics sonores en sensibilisant l'équipe soignante. Utiliser des capteurs sonores signalant les intensités sonores. Ça, on n'en a pas. Mais nous, on peut entendre que par notre voix. Ça, on peut savoir. Puisqu'on se dit qu'il faut chuchoter. Fermez doucement les yeux des couveuses. Ce sont les petits corps. On les ferme doucement, on les ouvre doucement. Mais c'est pas ça ce qui se passe. Mais je me suis dit peut-être qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, au moins, on est tenu informés. Il faut encourager les personnels et les visiteurs à parler doucement. Donc, on a un grand boulot parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à diminuer leur volume. On va donner également un exemple de bruit. Mais avant toute chose, il est important de rappeler qu'un bébé prématuré n'est pas seulement un bébé en avance, mais bien un enfant qui n'a pas encore développé toutes ses facultés. Par exemple, l'essence de l'audition, par exemple, n'est pas mature et vers l'âge de 33e semaine d'aménorrhée. Alors que nous avons des nouveau-nés de 29 semaines d'aménorrhée, de 28, de 30, de 31.
et nous mettons le bruit comme si nous sommes au massage. Et bien le bruit contribue donc à une stimulation consommatrice d'énergie, puisqu'il peut susciter instruction, une stimulation et faire réagir par exemple, par l'extension, le membre. Après que l'hypoglycémie m'a dit qu'on a donné le gavage, mais il a consommé par le bruit que nous y mettons. Il faut considérer la zone commune du bébé comme la chambre de l'enfant très sensible et diminuer en conséquence le volume des alarmes de sport. Chuchoter. Il faut chuchoter près des couverts afin de produire un niveau sonore de 45 décibels, ce qui est un équivalent à un environnement ininterrompu. Donc, au niveau de bruit, on n'a pas d'appareil détecteur de 45 décibels, mais par contre, on a des oreilles pour savoir est-ce que la personne a chuchoté ou pas. De toute façon, si on décide de ne pas chuchoter, là, on décide d'aggraver et de tuer l'enfant d'autrui. Ce qui n'est pas très certain. Il peut également réduire l'exposition aux odeurs fortes. Bien laisser sécher les mains après application de solutions hydroalcooliques. Éviter l'utilisation des produits odorants comme les désinfectants. Mais ça, c'est banal. Mais il y a ceux qui se parfument, on dirait des toilettes, je ne sais pas comment. Ce n'est pas permis à nos nations. Également, il faut réduire les stimulations vestibulaires. Mobiliser l'enfant doucement pour ne pas la perdre. Qu'en est-il également des stratégies comportementales? Eh bien, il faut réduire l'exposition aux stimuli nocifs. Éviter, prévenir, traiter la douleur. Ça aussi, c'est important. Il faut évaluer de façon systématique la douleur et l'inconfort. Nous avons déjà l'échelle pour l'évaluation des douleurs et des nouveau-nés. Nous devons voir par rapport à ces signes, est-ce que le nouveau-né reste les sourcils, est-ce qu'il bouge autrement, et pour savoir que là, il a mal. Et comme ça, avoir en conscience cette procédure standard. Changement de bouche, s'il se dérange, par exemple, il faut le faire doucement. Plus de la température se dérange, avoir les moyens de soulager. Autre chose nasogastrique, soins de bouche, tout cela génère de l'inconfort et du stress auprès de ce nouveau-né prématuré. Et de l'utilisation pendant cette procédure des techniques de soutien pour réduire la réponse du stress est importante. Quelles sont ces procédures? Eh bien, il y en a des procédures non médicamenteuses. Par exemple, le saccharose. On n'en a pas chez nous. C'est pas grave. Réduction des stimulations environnementales aussi, peut-être que le bruit, la lumière. Tu vas poser une sonde, oui. Tu vas piquer l'enfant, oui. On n'a pas de saccharose, mais ça ne vaut pas la peine de mettre de bruit. Ça ne vaut pas la peine de brusquer l'enfant. On peut mettre l'enfant pour en premier le faire. En maillotement, on peut prendre l'enfant d'une main à l'autre façon comme si on le stimule, on le baisse. Pourquoi pas lui donner un peu de blé pour qu'il se sente un peu trompé et faire de l'action sans pour autant le stresser. Et bien, il y a des mesures adaptées pour réduire la douleur. C'est le maintien des mains unies sur le thorax, c'est ce que je disais tout à l'heure, et des jambes repliées, tout en sachant que les bébés aiment beaucoup qu'on fait le pédalage des jambes. Et dans la même occasion, on pose la sonde. La succion non nutritive, par exemple, on nous met une sucette, une coton-tige imprégnée de lait maternel, ou bien du saccharose, ou bien tout ce que je sens dans ça. Une compresse imbibée de SGH, par exemple. Lui, il s'occupe de sucer les SGH, et nous, on fait l'affaire, et puis après, tout le monde est quitte. L'allaitement au sein, l'agrippement de doigts, c'est-à-dire qu'il y a des petites manœuvres à faire pour ne pas aggraver l'enfant et que l'action doit être faite. Pour le soutien postural, quand on change légèrement la posture de chaque enfant, au bout du licténaire, il faut le faire encore une fois doucement. Il faut faciliter la posture physiologique en flexion
de ces nouveau-nés et réduire le mouvement en extension, en mettant des poussées en immobilisme et des déranges mobiles. Et bien, il est aussi important de faciliter les manœuvres d'autorégulation, c'est-à-dire contact main-bouche, les deux mains devant le visage, les deux pieds en contact. Ce sont des jeux qu'aiment les petits bébés, et bien on les fait pour les soulager et faire l'action. Maintenir la tête et les jambes dans l'axe du corps pour que l'enfant ne soit pas tourné d'un côté et l'action est faite d'un côté, c'est une source de stress. Et bien, faciliter également la défense de la nuit. En ce qui concerne la manipulation de l'enfant, il faut le faire de façon appropriée, introduire le toucher doucement et laisser le temps de l'enfant pour s'adapter au mouvement de la position. Il faut manipuler l'enfant en minimisant le stress et les réponses au contrôle. C'est important parce que nous, on doit être conscient que cet enfant risque de souffrir. Quand on fait cette action, eh bien, on fait le moyen pour ne pas le faire souffrir. Il faut mobiliser l'enfant doucement et le garder en contact avec la surface autant que possible. Concernant la stratégie de peau à peau, c'est une stratégie qui est un peu difficile à mettre en place. Il se définit comme le portage de l'enfant vêtu seulement d'une couche et d'un bonnet, strictement peau contre peau, contre le thorax de sa mère ou bien de son père, et le vêtu d'une couverture. Ça, c'est une manœuvre qui soulage beaucoup les petits bébés. Par exemple, l'importance de peau à peau quotidienne, chose que nous, ça ne peut pas se faire facilement. Nous verrons dans la deuxième présentation les conditions que nous avons. Pratiquer la peau à peau afin de lutter contre l'hypothermie, parce que l'on aura la chaleur de ses parents, de pouvoir l'allaiter facilement et de favoriser les interactions entre les parents et de l'enfant. Le rôle essentiel des familles, c'est d'inclure les parents au sein et du processus de décision. Déjà, les prématurés, ça culpabilise les parents comme quoi ils ont fait naissance à un petit bout. Mais quand on fait ça, ça les encourage et ça montre que voilà, tout a été fait pour eux et ils seront impliqués. Il y a également ce qu'on appelle la nutrition nutritive. On ne fait pas souci pour qu'il soit rassasié, mais on met juste le doigt ou bien le sucer. Il y a également l'adaptation des pratiques de l'équipe. Et bien dans ce cas, c'est d'analyser le comportement et les réactions de stress des enfants lors des soins. Je pense qu'on fait que répéter. Autrement, le sommeil est une fonction physique indispensable au développement cérébral. Quand on fait les soins, l'enfant est endormi, il faut tenir compte. Si ce n'est pas obligatoire pour le moment, il faut retarder. Car est-il des conséquences des prématurés? Nous n'avons pas assez développé. Déjà, les prématurés des grandes tailles, c'est-à-dire les très très grands prématurés, ont déjà ces risques. Quand on ne respecte pas les soins de développement, eh bien, il peut y avoir également des troubles des fonctions cognitives et mentales. Nous aurons des petits enfants tout grands et tout. Des troubles du langage et d'apprentissage. Des troubles qui envahissent le développement, dont l'autisme. Des troubles de fonctions motrices comme les immenses. Des troubles de fonctions auditives. Des troubles de la fonction visuelle, mais également les troubles associés. À terme de cette présentation, nous pouvons ainsi dire que la prématurité est liée à des risques de troubles de développement ultérieurs. Les soins de développement visent à améliorer le confort du bébé prématuré et à soutenir ses compétences physiologiques, neurologiques, comportementales et relationnelles. Ces soins sont centrés sur l'enfant et ses parents et ils sont fondés sur les preuves scientifiques. On a besoin d'un environnement apaisant pour le nouveau-né prématuré. Prendre garde du bruit, faire attention aux lumières, éviter les odeurs, soutenir le lien parent et enfant et donner de l'importance du peau à peau quotidien.
Sur ce, merci de votre aimable attention. Merci, cher docteur, pour cette présentation très enrichissante. Et nous invitons l'assistance à poser des questions si on a des questions pertinentes. Nous avons 10 minutes pour passer aux questions. Merci Dr Ali pour la présentation. Moi je dis merci, vraiment merci, parce que c'est une présentation qui me permet d'avoir une réponse à une question qui m'a été posée. Bon, récemment j'ai discuté avec un psychiatre qui travaille à Nairobi et il m'a dit qu'il y a beaucoup d'enfants autistes. D'ailleurs, Mayotte c'est le premier département de France. Il y a des enfants autistes. Et je suis bien avec Abdallah, il est là. Je pense qu'ici aussi, nous avons beaucoup d'enfants autistes. Et le diagnostic des enfants autistes, c'est un diagnostic qui est de plus en plus difficile parce que nous, on est habitués à voir des enfants autistes avec des tableaux plus ou moins extrêmes. Et aujourd'hui, il y a vraiment des tableaux intermédiaires. Donc, nous avons posé la question qui dit pourquoi il y a beaucoup d'enfants autistes. Je pense qu'en partie, nous avons la réponse. Parce que, bon, parmi les causes, il y a beaucoup de causes. Il y a des causes prénatales, par exemple le diabète gestationnel. On sait que nous avons une population, il y a 14% de diabète gestationnel. Les conditions périnatales, là, je vois un peu dans les conditions périnatales. Donc, je pense que la présentation qu'on vient de faire, ou bien la thématique qui est choisie, je pense que c'est pas seulement de la théorie. Mais c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours, et peut-être que nous on ne le ressent pas, mais quand des parents vont venir à l'hôpital avec un enfant qui a des problèmes à communiquer, un enfant qui ne reconnaît pas son nom, un enfant qui ne parle pas à l'école, c'est là où vraiment on s'en rend compte que c'est des problèmes, alors que souvent, c'est peut-être juste des questions de prise en charge à la naissance, parce que l'enfant a été soumis à des grosses presses, parce qu'on a vu que les enfants se peuvent être stressés. Donc je pense que, moi au début, quand j'avais vu la thématique, bon, je trouvais que c'était trop théorique, quoi. Concept, développement, des ressentiments réels, je voyais ça trop théorique, quoi. Mais en fait, en l'écoutant, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui nous permet aujourd'hui de poser de vraies questions, quoi. De vraies questions par rapport à tout ce qu'on fait. Merci. Commencer par remercier Dr Ali pour la brillante présentation. J'ai trouvé que nous avons beaucoup de difficultés au service de l'odontologie. Mais ce que je voulais demander, si nous devons améliorer tout ça, et par rapport au personnel, par exemple, quand nous avons une garde et que nous avons deux personnels infirmiers, par exemple, qui doivent s'occuper de toutes ces tâches, qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à cela comme solution? Est-ce que ça impacte et quelle serait aussi la solution? Merci. Salam alaikum. Encore une fois, les remerciements et puis je salue très sincèrement la qualité de la présentation. C'était beaucoup plus, je l'ai chuchoté dans l'oreille de l'orthophonie, que c'était beaucoup plus un cours magistral que présentation. Donc, merci. Effectivement, quand on a vu le thème, le concept de soins de défense neurosensorielle du nouveau-né, prématuré, il nous a fallu, avec
l'âge que nous avons, d'aller nous documenter pour nous essayer de comprendre ce que cela veut dire. Donc il nous a fallu beaucoup de jours, mais en 15 minutes, on a compris le concept. Et donc je dis merci. Vous savez, nous, en écoutant Dr. Ali parler, on se rend compte que nous sommes très loin de la réponse de la prise en charge prématurelle. Nous sommes encore très loin pour ne pas dire qu'on n'est même pas sur le commencement du début. Parce qu'on comprend une prise en charge multi et pluridisciplinaire. Peut-être que vous pouvez le dire à juste raison que j'exagère, mais il y a un sens